Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le jeudi 28 janvier. Comme tous les soirs, vous le savez, nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale et internationale. Nous le faisons en votre compagnie. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission sur le hashtag 60MPC. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont Raja Naji Mekawi. Vous êtes professeur de droit. Merci d'être avec nous ce soir. Aziza Delil, vous êtes cofondatrice et vice-présidente de l'association Mimouna. Vous nous en direz quelques mots dans quelques instants. Et enfin, Vincent Landel, vous êtes archevêque de Rabat. Merci à tous d'être avec nous ce soir. Depuis lundi et jusqu'à hier, s'est tenu à Marrakech un sommet sur le droit des minorités religieuses dans les pays musulmans, organisé par le ministère des Habous et le Centre de la promotion de la paix dans les sociétés musulmanes basé à Abu Dhabi. Près de 300 participants, dont des ulémas, des intellectuels, des responsables politiques et des chefs religieux, venus d'une soixantaine de pays, ont pris part à cette manifestation, saluée hier par le président Obama. Alors, quelle est la portée de ce sommet ? Quelles urgences a-t-il souligné pour promouvoir et protéger la diversité religieuse? Quels sont les grands principes posés par la déclaration adoptée à la fin de cette rencontre? Et qu'en est-il de cette diversité culturelle au Maroc? Aujourd'hui, minorité religieuse en terre d'islam, une protection nécessaire, c'est le titre de l'émission de ce soir. Plus de 300 mouftis, érudits religieux, intellectuels et ministres venus des 4 coins du monde, ainsi que des adeptes d'autres religions, ont fait le déplacement à Marrakech pour assister à la conférence sur les minorités en terre d'islam. Un événement chapeauté par le ministère des Habous et des Affaires islamiques et le Forum pour la promotion de la paix dans la société, un think tank basé aux Émirats arabes unis. L'ouverture de ce congrès a été marquée par un message royal adressé aux participants dont la lecture a été donnée au ministre Ahmed Tawfiq. Le Maroc, qui a connu au cours de son histoire un modèle civilisationnel singulier de coexistence et d'interaction entre les musulmans et les adeptes d'autres religions, a toujours été un pays précurseur en matière de dialogue interreligieux, a souligné le souverain. En notre qualité d'Amir al-Mu'minin et de protecteur de la religion et de la communauté des adeptes, nous nous chargeons de préserver les droits des musulmans et des non-musulmans sans distinction entre eux, a dit le souverain. Notre gestion actuelle des affaires religieuses au Maroc vise, entre autres objectifs clés, à s'opposer à toute désinvolture dans l'interprétation des textes religieux, notamment en ce qui concerne le djihad, au sujet duquel les oulémas ont publié une déclaration énergique il y a quelques semaines, a poursuivi le souverain. Au terme de ce congrès, les participants ont adopté la déclaration de Marrakech. Ils ont invité les politiciens et les décideurs à prendre les mesures constitutionnelles et juridiques nécessaires pour donner corps à la citoyenneté contractuelle. Ils ont appelé aussi à appuyer toute initiative tendant à réaffirmer les liens d'entente et de coexistence entre les communautés religieuses vivant en terre d'islam. Un appel a également été lancé aux institutions académiques et magistrats pour réaliser des révisions courageuse et responsable des manuels scolaires. Objectif, corriger les distorsions induites par cette culture de crise qui alimente les guerres et les dissensions et sape les sociétés. C'était une mise en perspective de Tawfiq Nasri. Alors, mesdames, monsieur l'archevêque, nous allons essayer de mieux comprendre aujourd'hui en filigrane tout ce qui... On va parler de dialogue interreligieux finalement et de la protection des minorités religieuses en terre d'islam. Vous étiez finalement à ce sommet qui était organisé à Marrakech, je nous en dirai quelques mots, mais nous sommes en 2016 aujourd'hui et pourtant on a besoin d'organiser une rencontre internationale sur la protection de ces minorités religieuses. Alors de manière contradictoire, est-ce que c'est un mauvais signe des temps, Madame Mekawi? Je ne dirais pas que c'est un mauvais signe de temps, je dirais que c'est un processus dans lequel on est depuis la nuit du temps. Et donc on a besoin de rappeler de temps à autre que dans les religions il n'y a pas d'antipathie, il y a au contraire des appels vers la convergence, vers le vivre ensemble, vers la paix. Et donc j'imagine que les savants connaissent très bien, dans le cadre du droit musulman, ils connaissent très bien, fort bien les principes du droit musulman, les principes de l'islam qui appellent à la paix, à la liberté du culte, à la dignité, au respect mutuel et à la cohabitation
attention à la convergence, mais j'imagine que surtout la jeunesse, il s'est éloigné un petit peu de ces principes, et donc on a besoin de faire des rappels de temps à autre. Dans un climat qui est très tendu à l'échelle internationale, je pense que seul le Maroc est à même d'abriter ce genre de rencontres et de donner l'exemple et le modèle millénaire d'un pays qui a toujours respecté le vivre ensemble et la diversité culturelle, ethnique et autres. Et donc de là, j'imagine que tous ces éléments ont fait que le Maroc soit le plus candidat à recevoir ce genre de rencontre. C'était une rencontre parmi, j'imagine, j'ai participé à des centaines de rencontres, mais j'imagine que c'était parmi les plus grandioses des rencontres du moment qu'il a regroupé toutes les religions, même non monothéistes, et aussi de toutes les nationalités et des cinq continents. On reviendra justement pour que les gens comprennent bien qui il y avait à ce sommet et finalement quel était l'objectif. On l'a bien compris, l'objectif général de ce sommet. Monsieur l'archevêque, par rapport à la nécessité aujourd'hui, c'était le bon moment. Après, je vous poserai la question justement, est-ce que le Maroc était le plus à même d'accueillir un tel sommet? Je dirais le bon moment. Bon, c'est vrai que le monde actuel vit des tensions très fortes dans le cadre de la rencontre de l'islam et des autres religions, et donc pour moi du christianisme. Mais nous n'avons pas attendu ces événements, je dirais, malheureux, pour que ce dialogue existe, au moins au niveau de l'Église catholique, où pour nous, tout homme croyant, croyant ou bien même athée, est une personne à respecter, donc une personne à écouter, et donc quelqu'un avec qui nous avons à cheminer. Et donc, pour cheminer avec quelqu'un, il faut commencer par le connaître. Et donc, le connaître, c'est travailler ensemble, faire confiance, et pourquoi pas, de temps en temps, faire des rencontres à haut niveau, mais avec la question que quand c'est à trop haut niveau, comme un petit peu c'était à Marrakech, je ne vais pas dire trop, parce que c'est jamais trop, mais comment dire, on rentre dans du grand politique, on rentre dans de la grande théologie, et donc le vulgus pecus est un petit peu désarmé par rapport à ça. Bon, mais c'est vrai qu'il est important que les grands puissent se rencontrer, mais il est en même temps important que nous, à la base, on puisse se rencontrer. Alors, vous m'avez devancé parce que justement j'allais parler de ça, de voir de quelle manière, au-delà des grands débats qui peuvent être faits par de grands intellectuels, de techniciens entre guillemets de la religion, comment faire redescendre ça vers la base et le faire comprendre sur le terrain. On verra justement. On a la société civile qui finalement a avec nous aujourd'hui, la Aziza Delil, vous êtes la cofondatrice et la vice-présidente de l'association Mimouna. Quelques mots sur l'association? Oui, avant j'aimerais juste rebondir sur votre question. Moi je vais être un peu plus direct. Je pense qu'il y a une montée du terrorisme et de la radicalisation par ces temps. Et je pense qu'il fallait une conférence de ce type pour rappeler que l'islam est une religion qui est en ce moment utilisée et dépeinte d'une manière erronée. Et je pense que c'était important d'avoir un événement de cette ampleur pour rappeler la vraie religion et mettre en lumière les vrais principes de l'islam. Et on avait besoin que les musulmans se lèvent et se disent oui, nous sommes contre cette radicalisation et ce terrorisme montant qui fait que le contexte international est extrêmement tendu. Donc je pense que c'était une excellente initiative. Le Maroc a quand même cette tradition, cette singularité de l'identité plurielle. On a cette tradition justement de civilisationnelle et cette histoire séculaire. Et puis aussi, il faut le rappeler que le Maroc est un modèle d'islam du juste milieu. Et je pense que nous sommes le pays le plus propice pour avoir ce type de manifestation. Je reviens vers votre question. Donc, l'association Mimouna a été créée par un groupe de jeunes musulmans en 2007. C'était tout d'abord une organisation estudiantine au sein de l'université Al-Khawaïn. Donc nous l'avons créée parce que justement nous avions remarqué qu'il y avait un gap générationnel. Nos parents ainsi que nos grands-parents ne parlent pas de la communauté juive de la même manière que la jeunesse. Quand j'entends ma grand-mère par exemple parler de ses voisines juives, il y a une certaine nostalgie de cette époque-là. Aujourd'hui on se rend compte que la jeunesse malheureusement n'a pas connu cette cohabitation posent leur opinion par rapport aux médias et aux informations qu'ils reçoivent de manière externe, pas par expérience. Donc nous avons ressenti ce besoin de dépoussiérer cette mémoire et de rappeler aux jeunes leur identité ainsi que leur histoire.
Très bien. Alors, on reviendra bien sûr sur la présence de la communauté juive au Maroc, qui est séculaire et qui fait partie de l'ADN du Maroc. Mais juste pour rebondir par rapport à ce que disait Monsieur l'archevêque, Raja Najim Kawi, vous êtes d'accord avec ça? Des rencontres à haut niveau, c'est important parce que ça donne un grand signe politique à l'international, au monde arabo-musulman et au monde entier. Mais la question est de savoir, à partir du moment où de grandes choses ont été dites, on va revenir bien sûr sur ce qui a été dit au cours de ce sommet, avec la déclaration qui a été dite à la fin de ce sommet, comment distiller finalement des conclusions à la base. C'est-à-dire qu'en gros, finalement, sur le terrain, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. Avant d'arriver à cette conclusion, je vais commencer par une petite introduction pour dire que le Maroc, l'État marocain jouit d'un patrimoine intangible extraordinaire qui est cette cohabitation, qui est cette ouverture d'esprit, qui est cet islam modéré. Et d'ailleurs, qui est basé sur des institutions qui ont fait cette cohabitation, cette convivialité. Et maintenant, de plus en plus, là, je viens d'écrire là-dessus, j'ai constaté que actuellement, et moi personnellement, j'appartiens à des organismes internationaux qui œuvrent dans ce domaine-là, que la politique ne peut pas agir toute seule. Et maintenant, on a besoin de la moralité, on a besoin que la religion soit non pas exploitée par les politiciens, mais qui doit travailler en parallèle avec les politiciens pour les ramener, les politiciens, à réfléchir autrement. Parce que ce qui fait la guerre, ce qui fait beaucoup de massacres dans la société internationale, c'est les politiciens qui, en quelque sorte, mobilisent des gens qui ont certaines convictions, je dirais, fatales ou extrémistes. Et donc, de là, quand on a fait cet appel sous l'égide de Sa Majesté le Roi, j'imagine qu'on a fait un appel à l'humanité internationale pour que la religion travaille en pair et la main dans la main avec la politique pour qu'il y ait plus de paix et moins de confrontation dans le monde. Moi, j'appartiens par exemple à une organisation internationale, et je suis co-directrice là-dedans, qui s'appelle Religions for Peace. Alors, c'est des religions pour la paix, et donc on est en train de s'interpeller et de contribuer au débat international sur le réchauffement climatique, sur énormément de phénomènes qui ont toujours été traités par les politiciens, mais qui n'ont pas mené à de bons résultats. Maintenant, il faut que les gens qui travaillent sur la morale assument leurs responsabilités et dans leur vision des choses pour moraliser l'environnement politique et pour donner d'autres solutions. Peut-être qu'ils aideraient l'humanité à trouver un juste milieu et trouver une cohabitation meilleure. Et je suis dans le dialogue qui se passe à Doha sur le dialogue des cultures et des civilisations. Et là, on se mêle aussi des problématiques qui ont une part de politique dedans. Et donc de là, on est amené en tant que chercheur, en tant que penseur, en tant que moraliste, en tant que gens qui travaillent dans la religion, d'apporter une plus-value, d'apporter une vision différente de celle des politiciens. Alors, Monsieur l'archevêque, je reviendrai sur ma question que je vous ai posée, mais qui est en gros de savoir comment on active le levier finalement sur le terrain. Mais alors, allons d'abord sur le contenu de ce sommet. Qu'est-ce qui a été dit? Si vous pouviez nous résumer finalement ce qui a été dit au cours de ce sommet, si vous deviez retenir des points forts, quels sont-ils? Si vous voulez, je commencerai par retenir la dernière phrase de la lettre de Sa Majesté. Quand il nous dit « La religion ne doit pas être instrumentalisée pour justifier quelque atteinte que ce soit aux droits des minorités religieuses dans les pays musulmans. Donc la religion n'est pas un instrument politique. La religion est un chemin vers Dieu. Et donc ça doit nous prendre au cœur pour transformer nos convictions, pour transformer notre manière de voir le monde, de voir les personnes, de pouvoir les rencontrer, de pouvoir leur faire confiance, et donc de travailler avec elles. Et je crois que l'on soit minorité ou majorité, que comme tout homme est mon frère, donc quelle que soit sa religion, même s'il est athée, je dirais à la limite, c'est mon frère. Donc comment est-ce que je vais pouvoir travailler avec lui? Et un élément que j'ai trouvé, qui m'a été comme symbolique dans cette rencontre, c'est que jusqu'à présent, j'avais entendu parler qu'au Maroc n'étaient acceptées que les 3 religions monothéistes.
hein, l'islam, le judaïsme, et puis, à ma grande surprise, il y avait les bouddhistes. Hein, des bouddhistes venant des États-Unis, venant du Japon. Hein. Donc, je dirais, là, pour moi, il y a un pas énorme qui est fait dans la mentalité même politique des organisateurs à haut niveau de cette rencontre, hein, où on ne s'est pas cantonné à quelques religions. Hein. Donc, on dit tout homme peut avoir des convictions religieuses, hein, même si elles ne sont pas les miennes. Hein. Mais c'est avec cet homme qui a ses convictions religieuses que je vais construire la société d'aujourd'hui. C'est quelque chose d'inédit, ça, justement, d'avoir. On s'attendait à avoir les trois religions monothéistes et qu'il y ait des bouddhistes. C'est quand même un signal extrêmement fort qui est transmis, puisqu'on parlait de politique et de perception que ça pouvait avoir, Aziza Dalil. Bah écoutez, pour moi, cette conférence, le point principal, c'était de démontrer que le pluralisme est un précepte de l'islam. À partir de là, le pluralisme, ça comprend toutes les religions, que ce soit les gens du livre ou le bouddhisme. Donc pour moi, ce n'est pas étonnant de voir des bouddhistes participer à cette manifestation. Alors moi, je dirais que dans cette rencontre de Marrakech et dans la déclaration de Marrakech, on a mis en exergue cette constitution de Médine qui déjà réservait une place, je dirais, prestigieuse aux non-musulmans, mais quand le prophète a été questionné sur les non-monothéistes, il a dit qu'ils ont les mêmes droits que les gens du livre. Et donc de là, la vision de l'islam, elle englobe pas uniquement les monothéistes, mais aussi les non-monothéistes. Et donc ce n'est pas bizarre. C'est peut-être bizarre par rapport aux gens qui ne s'y connaissent pas, mais pour les gens qui s'y connaissent, c'est très demandé. D'ailleurs, il est dit dans le Coran, dans la Sunna, d'aller vers l'autre, quelle que soit sa religion et son culte. Et de là, le fait de rappeler les principes de la Constitution de Médine, c'est déjà une sorte de résurrection, je dirais, de ces principes qui sont tombés en quelque sorte dans l'oubli. Et je dirais que dans cette déclaration, on a rappelé aussi la déclaration de Omar ibn Khattab en tant que calife qui dit que les gens naissent libres et égaux. Et donc c'est un adage, ou je dirais c'est un principe, aussi une théorie qui a été inventée par Omar ibn Khattab, et on a beaucoup de droits intellectuels là-dessus. Et cette même règle trouve sa place dans la Constitution des États-Unis, dans la Déclaration des droits de l'homme, ainsi de suite. Et donc de là, cette rencontre de Marrakech est venue pour rappeler les grands principes de l'islam, où chacun a sa place, qu'il soit monothéiste ou non monothéiste. D'ailleurs, l'appel qui se répète dans le Coran, Ya ayyuhan nas, il ne fait pas appel uniquement aux monothéistes ou uniquement aux musulmans, il fait appel à tout le monde, à l'humanité tout entière. Et d'ailleurs, Ali ibn Abi Talib disait que l'humanité, elle est uniquement deux. Soit c'est un frère pour vous en islam, soit que c'est un frère pour vous dans l'humanité. Et donc considérer les gens tous comme des frères sur terre, je dirais, c'est déjà une sorte de plateforme qui est ouverte pour tout le monde, aux musulmans, aux monothéistes et aux non-monothéistes. Alors, est-ce que pendant ce sommet, Dalil l'a dit dans son introduction, en gros, et on est tous là à le dire, bien sûr, que l'islam est utilisé comme prétexte aujourd'hui, mais comment est-ce que ça a été discuté au sein de ce sommet? Comment aller au-delà du simple fait, justement, de dire que l'islam, ce n'est pas Daesh, et comment on fait pour promouvoir de manière concrète cette tolérance, parce que là on le voit bien, c'est bien exprimé, on a une réalité qui est chez nous au Maroc, mais comment, au-delà du discours, comment on met en place et que ça ne soit pas kidnappé finalement par les extrémistes? Les politiques, pardon. Je vous en prie. Je dirais que je vais juste faire j'aimerais entendre M. l'archevêque. Les politiques, les autorités religieuses et la société civile devraient travailler de pair. Je pense que ça devrait travailler sur plusieurs niveaux pour qu'on puisse justement éradiquer cette utilisation erronée de la religion. Nous devrions déjà séparer la politique de la religion. Donc, par exemple, personnellement, en tant que jeune, quand je vois certains partis politiques qui sont là sous la bannière de la religion, je ne suis pas d'accord. Vous pouvez être conservateur et avoir certains principes, mais pourquoi, dans chaque discours, la religion doit être là pour justifier les décisions ou
certains principes entrepris par ces partis-là. Donc pour moi, par exemple, ces trois autorités, les autorités religieuses, politiques et la société civile devraient travailler de pair, mais il devrait y avoir une différenciation entre ces trois entités, notamment la politique et le religieux. Monsieur l'archevêque. C'est vrai que au cours de la conférence, ceux qui ont parlé, c'est surtout des politiques. La majorité ont été des ministres de quelque chose, enfin, pas de quelque chose, des ministres des Affaires religieuses dans leurs différents pays. Donc c'est vrai qu'on est resté sur un plan politique, je dirais. Et donc, personnellement, je n'ai pas senti comment tout cela pouvait rejaillir sur la société civile, sur notre manière de vivre, sur la manière de construire des familles. Il n'y a qu'un petit domaine sur lequel on a quand même un petit peu parlé et qui, pour moi, est fondamental, c'est de dire il faut quand même regarder de très près l'éducation. Parce que là, il y a un grosse lacune, je dirais, dans beaucoup de pays, même dans les pays européens. Donc l'éducation, ou justement faire que la religion ne soit pas interprétée dans un sens belliqueux, ou intercédée pour être une arme de vengeance contre l'autre, ou bien intercédée pour garder un pays, ou intercédée pour je ne sais pas quoi. Donc tout ça, je crois qu'il y a tout un réflexe à reprendre. Et pour moi, il y a aussi une autre question aussi, c'est de remettre tout ça dans un contexte historique. Dans un contexte historique. Parce que souvent, quand je participe souvent à des dialogues interreligieux ici au Maroc, donc on est trois autour d'une table ronde, et puis, donc il y a l'imam qui parle, il y a le rabbin qui parle, moi je parle, et après le dialogue s'établit entre l'assemblée et l'imam, l'assemblée et le rabbin, et moi je n'existe pas. Si vous voulez, c'est vrai qu'on est accepté et on est, je dirais, pas seulement autorisé, mais accepté, et puis on a confiance en nous, je crois, en tant que chrétiens, mais on est vraiment considérés comme des étrangers. Des étrangers. Alors ça, c'est la question que j'allais vous poser. Puisque vous faites partie de cette minorité aujourd'hui, pouvez-nous donner le chiffre aujourd'hui au Maroc ? Au Maroc, on est à peu près 8000. J'ai un chiffre, c'est 8000. Est-ce que on est autour de ça? Alors, si vous voulez, ce 8000 que vous avez, c'est un chiffre que vous avez dans les journaux, qui serait 8000 chrétiens marocains. Mais ça, je les ignore, je ne les connais pas. Moi, la seule chose et je suis responsable, moi, de 30 000 chrétiens, tous étrangers. 30 000 chrétiens étrangers sur le sol marocain. Enfin, 30 000 catholiques. Catholiques, parce qu'il doit y avoir 20 000 à peu près de protestants. Mais les chrétiens marocains, je sais, moi je lis dans les journaux, mais c'est tout. Alors, la source, c'est le département d'État américain. C'est un rapport 2013 sur la liberté religieuse dans le monde. Alors là, je mets des bémols. Oui, non, mais d'accord. Je cite la source, comme ça, on sait exactement d'où vient ce chiffre-là. Mais vous, en tant que minorité, puisque là, vous nous avez livré un sentiment lors des dialogues que vous avez, vous vous sentez finalement mis à l'index? Pas mis à l'index, mais accepté, si vous voulez, comme aumônier ou accompagnateur d'une communauté étrangère. Tout en acceptant et en favorisant notre travail, je dirais, social ou éducatif, ou le travail avec la société civile marocaine, sans aucun problème. Mais pas en tant que religion. Pas en tant que religion. Raja, oui. Oui, sur la même question. Oui, moi, je dirais sur Marrakech. Non, mais surtout, c'est intéressant ce que nous dit Monsieur l'archevêque sur sa perception. Je réagirais sur la première idée soulevée par Monsieur l'archevêque concernant les participants. Il n'y avait pas uniquement des politiciens, il y avait beaucoup de savants qui sont venus des quatre coins du monde pour parler en tant que docteur, que je connais moi personnellement, des Marocains et des étrangers qui ont parlé en tant que chercheurs, en tant que penseurs. Et donc je considère que c'était une vision hybride entre les politiciens et les savants, et les chercheurs et les penseurs. Et donc c'est ce qui est souhaitable et c'est ce qui est demandé à cette époque. Donc il doit y avoir une sorte de symbiose entre le discours politique et le discours, je dirais, pas religieux, mais le discours scientifique. Et la présence des deux entités en moins
il est justifié au moins par deux choses. La première, c'est l'engagement des États. Donc, il y avait des ministres de Habous et des affaires religieuses d'autres pays. Et du moment que la déclaration est adressée principalement aux États musulmans pour éventuellement respecter le contenu de cette déclaration. Et pour qu'elle soit respectée, il y avait des délégations de tous les départements qui s'occupent de la chose religieuse dans les autres pays musulmans. Et la présence des chercheurs et penseurs est justifiée par leur mission, qui est d'éduquer d'ailleurs, comme l'a dit monsieur l'archevêque, pour éduquer, pour dépoussiérer l'environnement qui est tellement pollué par des idées qui ne sont pas propres aux religions, mais malheureusement dont la presse et les médias font circuler au point de devenir des postulats. Donc voilà pour la première question. Pour la deuxième question concernant l'instrumentalisation de la religion, j'imagine que c'est un phénomène qui nécessiterait toute une rencontre pour en parler, du moins que c'est devenu très enchevêtré. Et la politique à ce sujet, je voudrais juste lire un extrait de la lettre royale adressée à la conférence par Sa Majesté le Roi. Notre gestion, et ça rejoint ce que vous dites, notre gestion actuelle des affaires religieuses au Maroc vise entre autres objectifs clés à s'opposer à toute désinvolture dans l'interprétation des textes religieux, notamment en ce qui concerne le djihad, au sujet duquel nos éléments ont payé une déclaration énergique il y a quelques semaines. Donc, alors là, on est très clair, ça reflète un petit peu la particularité marocaine, du moment que la commanderie des croyants, elle est là pour donner l'image authentique, claire et modérée de l'islam sur lequel les Marocains se sont mis d'accord depuis plus de 12 siècles. Et donc la commanderie des croyants a cette mission et ce rôle. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous fait cette image ou ces modèles internationaux maintenant. Pour les autres pays, ils sont dépourvus de ce genre d'institutions. Et donc de là, le terrain est ouvert à toutes les factions et les strates pour intervenir et pour interpréter l'islam et pour donner et véhiculer une image de la religion qui tend très souvent vers le fanatisme et l'extrémisme. Donc de là, parmi les objectifs de cette déclaration, c'est l'engagement des États pour éventuellement donner l'interprétation exacte des principes et des théories adoptées par le droit musulman, par l'islam de manière générale. Mais est-ce que vous sentez qu'il y a une volonté commune de tous les États musulmans? C'est pour ça qu'on disait que ça se passe au Maroc aujourd'hui. Est-ce qu'on peut sentir qu'il y a une volonté de tous les pays musulmans à cet égard Parce qu'on va revenir finalement sur l'intitulé de la conférence, qui était le droit des minorités religieuses en terre d'islam, le cadre juridique et l'appel à l'action. Est-ce que c'est partagé par les autres pays musulmans, votre perception, monsieur l'archevêque? Pas par tous. Donc ça dépend la politique de tel ou tel pays, le contexte historique, le fait qu'il y ait beaucoup de minorités religieuses ou bien presque pas. Donc tout ça dépend. Et je crois qu'il y a en même temps, c'est pas évident que toutes les politiques soient très ouvertes. Il y a certaines politiques quand même qui sont relativement fermées et qui ne regardent pas très loin autour d'eux pour regarder ce qui se passe dans le monde. Alors le Maroc, on l'a dit, à travers ce sommet, on l'a bien vu, l'Aziz Adalil est posé en exemple de tolérance et d'ouverture. Sa Majesté a repris, notamment dans la lettre royale, des exemples historiques, et notamment par rapport à la communauté juive au Maroc. On va y revenir parce que c'est extrêmement intéressant. On fait une petite pause, on revient juste après. Minorité religieuse en terre d'islam, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Il nous reste 30 minutes pour continuer à en parler, à mieux comprendre. Alors bon, on ne refait pas l'histoire, 30 minutes ne suffirait pas, mais ça nous permet de comprendre aujourd'hui, à la suite de ce sommet, de quelle manière le dialogue interreligieux peut être tout simplement distillé, que cela soit au Maroc ou surtout à l'international, que ça donne un exemple. Avant qu'on parte en pause, je voulais juste revenir sur des éléments historiques que Sa Majesté avait bien spécifiés dans la lettre royale qui a été adressée à la conférence. Il revient sur l'histoire avec Moulay Hassan qui avait fait don d'un lot de terrain sur lequel se dresse à présent l'église anglicane de Tanger. L'épisode bien sûr pendant la Seconde Guerre mondiale du roi
Mohamed V, qui avait pris sous sa protection les Juifs marocains à l'époque de Vichy, Sa Majesté le roi Hassan II qui avait reçu le pape Jean-Paul II. Donc tous ces jalons historiques qui montrent de quelle manière le Maroc accueillait toutes les religions. Mais juste par rapport, par exemple, à la communauté juive, hein, justement, vous en parliez tout à l'heure, de l'histoire. Est-ce qu'on connaît l'histoire? Est-ce que justement il faut, vous parlez de dépoussiérer, mais il y a aussi dépoussiérer, revenir sur des faits qui sont tout simplement historiques? Mais justement, nous, le but de notre association, c'était d'éduquer les jeunes. Donc on travaille sur ce volet-là, on passe par l'éducation et la culture. Effectivement, il y a un besoin de rappeler cette histoire. C'est quand même 2000 ans de vie juive au Maroc. C'est parmi les premiers habitants du Maroc. Et je pense que ça ferait la différence dans l'esprit du jeune de savoir ça. Les jeunes Marocains ne sont pas réticents à cette cohabitation, cette coexistence. Ils ignorent juste leur identité plurielle et leur histoire. Une fois qu'on commence à leur présenter des faits historiques, des preuves empiricales, je peux vous dire qu'ils sont beaucoup plus réceptifs à cette idée de cohabitation entre les juifs et les musulmans au Maroc. Et en effet, je peux vous dire que les actions de Mohamed V, Feu Sa Majesté, ont été reconnues aussi à l'international. Le 20 décembre dernier, il a eu la remise d'un prix post-mortem à Son Altesse Royale Lalla Hasna à New York, dans ce sens, par une organisation de jeunes juifs américains qui reconnaissent le rôle de Feu Sa Majesté Mohamed V dans la protection des Juifs de Vichy. Et ça, c'est important, c'est une symbolique qu'un chef d'État d'un pays arabo-musulman puisse, dans un contexte critique, dans une certaine instabilité politique au niveau du Maroc, prendre une initiative pareille. Ça démontre l'ampleur de cette culture que nous avons au Maroc, de cette singularité que nous avons au Maroc, de cette culture de convivialité et de cohabitation. Mais est-ce qu'on le dit assez? Est-ce que c'est dit assez fort, hein? On le disait en off avant de rentrer dans l'émission, que lorsqu'on sent une grosse culpabilité, lorsqu'on va en Europe, en France, par rapport, bien sûr, et c'est tout à fait normal par rapport à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, et quand on discute avec ces gens et qu'on dit nous au Maroc, mais on n'a aucune... On n'est absolument pas sur le même curseur, on n'a aucune culpabilité, il n'y a aucune perception par rapport à le fait que la communauté juive appartienne au Maroc dans son entièreté. C'est assez dit, ça? C'est assez montré? C'est ce que c'est... Oui. Malheureusement non, parce qu'on ne sait pas commercialiser notre produit et nos points forts. Malheureusement, on parle toujours du négatif. Contrairement aux extrémistes. Malheureusement. Oui. Et on laisse tomber dans l'oubli énormément de faits et d'événements qui sont très glorifiques pour le Maroc et pour les pays musulmans d'ailleurs. C'était le même rituel dans la totalité des pays parce que les minorités ou bien les autres religions étaient accueillis à bras ouverts dans la totalité des pays musulmans. Et quand les Juifs ont été chassés du monde entier, ils ont trouvé refuge tous dans les pays musulmans, spécialement le Maroc. D'ailleurs, les Juifs ne sont pas uniquement ceux qui datent de 2000 ans, mais ce sont aussi les Juifs qui ont rejoint le Maroc parce qu'ils étaient chassés ailleurs. Et donc, de là, les pays musulmans ont toujours eu cette chose je dirais très banal, parce que ça s'insérait dans la normale des choses, et donc les gens n'en parlaient pas, parce que c'était très normal, très ordinaire. Et ça ne reflétait même pas l'interrogation, parce que c'était très fluide, la convivialité était là. Malheureusement, on ne sait pas commercialiser, comme j'ai dit auparavant, d'autant plus qu'on est sur la défensive tout le temps, parce qu'on nous accuse de ne pas reconnaître la diversité et de ne pas la respecter, de ne pas l'adopter. Moi d'ailleurs, j'étais dans les 3 religions qui dépendent de l'Union européenne. Moi, je suis membre dans un autre organisme de l'Union européenne. Et à chaque fois quand je leur parle de ce que nous étions et de ce que nous sommes jusqu'à présent, ils restent étonnés et bouche bée parce qu'ils croient que les autres religions n'ont pas de place dans les pays musulmans. Je vous parlerai un petit peu, d'ailleurs, je reviens sur la communauté juive qui a vraiment une place particulière. C'est sur quoi j'allais... Oui, mais je veux juste vous montrer derrière, on voit bien avec des images d'archives qu'on a ressorties pour illustrer, et quand Sa Majesté dit les musulmans marocains n'ont jamais traité les juifs comme une minorité, lesquels étaient présents dans toutes les activités, dans tous les domaines. J'allais réagir par rapport à ça. D'ailleurs, ce qui a été inséré dans la lettre royale, la lettre royale ne peut pas donner je dirais, les illustrations de ce qui s'est passé à travers les 12 siècles de l'existence de l'État marocain. Donc c'est pourquoi il a fait donner uniquement des symboles. Mais sinon, ce sont des exemples qui se sont répétés. Je vous donnerai un exemple de la Zawiya Ouazzani, à laquelle j'appartiens. J'appartiens pas à la Zawiya, j'appartiens à la ville Ouazzane. Et donc les Juifs
qui ont été refoulés ont trouvé place non pas uniquement dans la ville de Ouazzane, mais au sein de la Zawiya. Et d'ailleurs, le Mellah réside au sein même de la Zawiya. Et il y a les cimetières des Juifs qui continuent d'exister sur le sol ouazzani et qui sont protégés et respectés par les Ouazzanis musulmans. Et les Hayloula qui se célèbrent chaque année 2 fois, ils sont des événements qui sont salués par les autorités, par l'État marocain, et sont très souvent reçus par Sa Majesté le Roi. Et donc on ressent cette symbiose entre les Marocains musulmans et juifs d'ici et d'ailleurs, dans tous les déplacements de Sa Majesté. Là où il est très salué par les Juifs d'origine marocaine. Et d'ailleurs, il ne cesse de le répéter. Malheureusement, nous, on ne le répète pas assez, on ne le répète pas comme il faut. Alors, je vous pose une question par rapport à la communauté juive marocaine qui s'est réduite à peau de chagrin. Oui. Oui, alors il y a eu un exode massif et il y a cette espèce de contradiction entre les faits, entre le fait que finalement aucun danger dans notre pays, tout le temps vécu protégé et en paix, et a contrario, il y a eu un exode massif. Bon, il faut dire une chose, il y a plusieurs facteurs pour cela. Déjà des facteurs économiques, des facteurs familiaux et religieux. Les gens de confession juive au Maroc, ils sont assez conservateurs. Donc c'est vrai qu'il y a une émigration massive vers Israël, mais c'est plus pour un motif religieux et aussi familial, parce que voilà, quand vous avez une partie de votre famille qui a déjà émigré, bien sûr, vous avez envie de les rejoindre et de ne pas rester tout seul dans une communauté qui s'amenuise. Évidemment. Mais je peux vous dire une chose, que la communauté juive marocaine est la seule communauté juive que j'ai rencontrée qui est extrêmement fière de son pays d'origine et qui porte un amour considérable à son pays d'origine. Je peux vous dire que j'ai rencontré beaucoup de gens de différentes communautés juives, que ce soit de l'Europe de l'Est ou d'autres pays arabo-musulmans. Je n'ai jamais vu un tel engouement que je vois chez la communauté juive marocaine. Et ça, c'est particulier. Et puis le Maroc le rend bien. Nous sommes le seul pays qui a ajouté la composante hébraïque à sa constitution. Et ça, c'est mémorable et je pense que c'est le type de choses que nous devons, pour finir avec le commentaire que vous aviez fait, on n'en parle pas assez, ça, c'est extrêmement mémorable et extrêmement courageux par ces temps d'avoir ajouté cette composante dans notre constitution. Je pense que ça, c'est un point que nous devrions en parler beaucoup plus. Alors, voilà. En plus, des synagogues vont être réhabilitées à Casablanca, dans le cadre de la réhabilitation de la Médina. Et voilà, oui, l'État marocain a entrepris des projets colossaux dans ce sens-là. Il y a des rénovations de synagogues, mais aussi de cimetières. Oui, madame, allez-y. Alors sur ce point-là de l'immigration, très souvent, malheureusement, on le soulève tout à fait, comme j'ai dit auparavant, on soulève uniquement le côté négatif ou parfois même inventif. Parce que l'immigration, c'est un phénomène international et donc beaucoup de Marocains musulmans ont migré vers l'Europe, d'ailleurs pour des raisons économiques. Mais pour les Juifs marocains, il y avait beaucoup de facteurs qui l'ont poussé, qui l'ont alléché. Il y avait des allégeances de la part de l'État d'Israël et aussi parce qu'ils voulaient changer leur mode de vie, aussi améliorer peut-être leur situation. Et de là, l'immigration n'a rien à voir avec une position ou bien un comportement qui était malsain. D'ailleurs, on ne l'a pas senti du tout parce qu'ils sont partis comme les autres Marocains. Et donc, le fait d'isoler l'immigration des Juifs de l'immigration, je dirais, globale et colossale... Vous comprenez que si ce n'est pas expliqué, ça peut porter à confusion et les gens peuvent se poser des questions. Les Marocains eux-mêmes peuvent se dire, mais alors pourquoi ils sont partis puisqu'ils étaient chez eux? Exactement. Non, mais si ce n'est pas expliqué. Et donc, parce que des millions de Marocains... Il y a un besoin d'explication et pas seulement de chez nous. Non, pour expliquer pour tout le monde. Et d'ailleurs, beaucoup de millions de Marocains résident maintenant à l'étranger, en Europe, en Amérique du Nord, même en Amérique du Sud, même dans les pays les plus lointains qu'on puisse imaginer. En Australie, j'ai rencontré beaucoup de Marocains. Et donc, de là, l'immigration, c'est un phénomène international. Et donc, tout le monde est en quête d'une vie meilleure. Et c'est pourquoi il y a eu cet exode massif de toutes les couleurs, de toutes les religions, de toutes les ethnies. Alors j'aimerais revenir à, bien sûr, monsieur l'archevêque. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'organise le culte, votre culte aujourd'hui au Maroc? Alors je donne un autre chiffre, vous allez peut-être me le confirmer, on est à 40 églises, une quarantaine, plus? Je dirais la communauté catholique, nous devons être à 30 églises. Oui, 30 églises. 30 lieux de culte. Et ces lieux de culte, si vous voulez, sont
sont marche de pair avec les universités marocaines. Donc il y a des églises dans chaque lieu où il y a des universités marocaines. Parce que du temps du protectorat, donc la communauté chrétienne était constituée de Français, d'Espagnols, d'Italiens, de Portugais. C'est tout. Et ça a perduré depuis. Et il y avait 500 000 pratiquement au moment de l'indépendance, il y avait 500 000 chrétiens à ce niveau-là. Mais toute cette communauté chrétienne est partie à cause des événements politiques, des événements économiques, enfin tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, nous sommes 30 000 de 100 nationalités différentes. Et qui 100 nationalités différentes. Oui, et qui sont surtout des étudiants subsahariens. Les étudiants subsahariens et les migrants subsahariens qui traversent le Maroc, et une petite communauté aussi d'occidentaux qui viennent comme expatriés, comme expatriés pour les entreprises multinationales, qui viennent tous pendant quelques années. Alors la différence d'avec autrefois, avant l'indépendance, je dirais les chefs d'entreprise ou bien les colons qui étaient ici au Maroc, y étaient pour toute leur vie quand ils étaient arrivés. Tandis que maintenant, toute cette communauté chrétienne est là, je dirais presque de passage. Parce qu'un étudiant, il vient pour 5-6 ans, ses études. Mettons un apprenti médecin, il va rester 10 ans, et puis après, il va partir. Donc tout ça fait que la communauté chrétienne est une communauté qui bouge beaucoup, qui se transforme beaucoup. Mais elle est dispersée sur tout le royaume. Je dirais les églises sont pleines, très fréquentées. Les églises sont très fréquentées. Je vous invite à venir par exemple à la cathédrale, elle est pleine tous les dimanches. Elle est pleine tous les dimanches, et avec une foi vive, et puis c'est des jeunes. Donc on pleure souvent en Europe parce que l'église est vieille et tout ça. La moyenne d'âge de notre église ici doit être de 30 ans. Donc ces étudiants, et puis il y a tous ces couples qui viennent d'expatrier par exemple, sont souvent des couples jeunes avec de très nombreux enfants. Donc tout ça fait baisser la... Donc si vous voulez, il y a tous ces lieux de culte, et puis alors toute la formation que nous accompagnons de ces chrétiens, et qui pour nous, ce qui est primordial, c'est de les aider à comprendre l'importance de se vivre avec un monde musulman. Donc, comment le dialogue interreligieux est une richesse. Mais est-ce que les églises deviennent des lieux? Est-ce que, je vous pose la question, est-ce qu'il y a une manière d'organiser, on parle de dialogue, on l'a bien vu à haut niveau, est-ce que ces endroits, que sont les églises, peuvent devenir, je vous parle à tous, des endroits justement de dialogue mais concrets, c'est-à-dire qu'entre ces jeunes, entre les Marocains musulmans et puis cette minorité que sont les chrétiens étrangers qui vont ramener de la richesse, est-ce qu'il y a des projets de rassemblement, est-ce que pour pouvoir dialoguer concrètement? Ou c'est des choses qui ne sont pas faites? Je pourrais parler de 2 expériences en moi que j'ai vécues moi personnellement. En tant que conférencière, je suis invitée de temps à autre par les églises pour donner des conférences au sein même et pour la communauté chrétienne, protestante et catholique. Et donc, il y a une sorte je dirais pas de dialogue et de communication comme on le souhaite au niveau désiré, mais tout de même, il y a une sorte d'ouverture. La deuxième expérience concerne la présence des étudiants subsahariens surtout, et même de l'Europe, qui viennent, qui portent d'autres croyances, et qui sont, je dirais, dilués dans l'enceinte de l'université. Ils vivent dans la convivialité totale avec les Marocains musulmans. Et d'ailleurs, on ne remarque pas, quand je suis dans le cours, de temps à autre, quand j'explique un principe qui est propre à notre culture, je pose la question, est-ce que c'est compris? Je constate qu'il y a des non-musulmans qui ne comprennent pas le principe. Et donc de là, je constate qu'il y a des non-musulmans, mais ils passent dans la discrétion totale. Et à côté de cela, quand je leur parle de leur vie sociale et j'oserais dire familiale, ils utilisent beaucoup de beaux termes en parlant de l'accueil des Marocains. J'ai eu une troisième expérience avec les immigrés transitaires. Donc,
On a eu, dans le cadre de l'associatif, à voir à ces immigrés. Et donc, quand vous leur posez la question, parce qu'ils vivent dans des quartiers purement marocains, surtout dans des quartiers populaires, et personne ne s'est jamais plaint, à ma connaissance, il peut y avoir des incidents, c'est tout à fait normal, mais jamais on s'est plaint d'une sorte de racisme ou d'une sorte de rejet de la part des Marocains. Au contraire, ils les accueillent à bras très ouverts parce qu'ils ont confiance en eux et parce qu'ils vivent dans leur communauté et donc ils se partagent les frais de la vie. Donc les Marocains n'ont pas peur des immigrés, bien qu'ils soient de passage. Confirmé, ça va? Oui, je confirme. Et pour moi, c'est ça qui est le fondamental. Parce que le dialogue interreligieux sur un plan intellectuel ou sur un plan théologique, je dirais, c'est pas au niveau de ces étudiants. C'est pas au niveau des étudiants et je ne crois pas que ce soit aussi au niveau des étudiants marocains. Donc, ils connaissent le b.a.-ba, je dirais, de leur religion, mais ils ne vont pas pouvoir rentrer dans une réflexion. Mais pour moi, ce qui est fondamental dans le dialogue interreligieux, c'est le vivre ensemble, le travailler ensemble. Le vivre, mettons, dans des appartements où ils vivent ensemble, dans les quartiers où ils vivent ensemble, quand ils sont dans des groupes de travail à la fac, ils travaillent ensemble, donc ils ne vont pas se replier les uns sur les autres. Et c'est ça qui fait qu'il y a de l'estime, une connaissance d'abord qui se crée, puis qui va arriver à une estime, et qui doucement va arriver à une communion et à l'acceptation de l'autre différent. Parce que ce qui est important, c'est accepter l'autre comme différent et de se dire que l'autre différent est pour moi une richesse. Et alors à ce niveau-là, je me dis souvent que la présence des étudiants subsahariens dans les facs, c'est quelque chose qui est nouveau depuis 25 ans. Donc il y a 25 ans, il n'y avait pas un chrétien dans les universités marocaines. Aujourd'hui, ils sont plus de 10 000. Donc, pour moi, c'est une richesse pour les Marocains, les étudiants marocains, qui s'aperçoivent qu'il y a des jeunes de leur âge, des jeunes de leurs compétences, qui suivent un chemin vers Dieu qui n'est pas le leur. Donc, il y a une ouverture. Mais en même temps, c'est une ouverture pour les étudiants subsahariens qui s'imaginent que l'islam vécu dans leur pays et partout est l'unique. Alors qu'ils s'aperçoivent qu'ici, on est davantage dans un islam, on est dans un islam sociétal, alors que dans les pays subsahariens, en particulier d'Afrique de l'Ouest, dans une même famille, vous avez des chrétiens, des protestants, des catholiques, des musulmans, des animistes, et tout le monde vit ensemble. Et quand ils arrivent ici et qu'ils s'aperçoivent que c'est pas comme ça, ça pose question. C'est le cas du Burkina Faso, par exemple. Si vous permettez, j'ajouterais deux choses pour compléter l'idée, si vous permettez. Après, on n'a pas entendu la première des choses, c'est que le Maroc, au niveau de l'État, a pris beaucoup d'initiatives et beaucoup de décisions et beaucoup d'engagement vis-à-vis des immigrés, bien qu'ils soient transitaires. Et de là, on leur a reconnu beaucoup de droits. On leur a reconnu le droit de résider et on leur a permis d'avoir la possibilité d'avoir des papiers en tant que résident au Maroc. Donc c'est déjà une grande, je dirais, un grand événement qui ne se passe pas ailleurs. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est qu'ils sont autorisés à créer des associations. Et ça, c'est aussi une singularité du Maroc. Ils ne pourraient pas le faire en Algérie, peut-être en Tunisie, les pays voisins, mais ils peuvent le faire ici au Maroc. Et il y a énormément d'associations d'immigrés subsahariens qui sont créées, sont reconnus par l'État marocain. La troisième des choses que je voudrais ajouter, j'ai visité Bab Marrakech à Casablanca. Et j'étais sidérée de voir que la majorité des vendeurs et des gens qui circulent dans Bab Marrakech sont subsahariens. Quand j'ai posé la question, tous les Marocains qui sont sur place, soit vendeurs, soit je ne sais pas quoi exactement, ils disent que c'est khoutna. Alors c'est khoutna, donc voilà le principe des Marocains très accueillants. Donc j'imagine qu'on a donné plusieurs échantillons qui ne sont que des échantillons alors qu'il y a beaucoup d'autres exemples. De mon point de vue, quand on parle de dialogue interreligieux, ce qui rend les choses un petit peu difficiles, c'est les politiques. Et moi, aujourd'hui, de
de ma génération, là où je vois qu'il y a vraiment un problème de dialogue interreligieux, c'est entre les musulmans et les juifs, et disons-le, dû au conflit israélo-palestinien qui déteint gravement sur nous, par exemple les Marocains et cette jeune génération qui n'a pas connu cette cohabitation, cette coexistence et qui forge son opinion sur ce qui se passe au Proche-Orient. Je pense très sincèrement qu'on devrait faire ce que les gens se rencontrent. La société civile, dans ce sens, a un rôle très important. Il faut éduquer cette jeunesse, il faut que cette jeunesse se rencontre, il faut démystifier la religion pour les deux côtés. Quand vous avez des jeunes juifs qui viennent visiter le Maroc, parce que pour eux c'est le seul pays arabo-musulman où ils peuvent être en contact avec de jeunes musulmans, c'est très important, parce qu'ils n'ont pas l'opportunité de faire ça autre part. Et c'est ce qui fait que le Maroc, justement, peut-être, il faut préserver ce modèle-là, mais aussi il faut l'exporter. Le Maroc est un modèle dans ce sens-là, en termes de dialogue interreligieux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le seul pays arabo-musulman où on peut avoir un dialogue entre les jeunes juifs et les jeunes musulmans. Et ça, il faut le souligner. Mais pour ma part, le rôle de la société civile est très important. Il faut que les gens se rencontrent pour se connaître. Parce que quand on ne connaît pas, on est ignorant. L'ignorance provoque la peur et de ce fait, bien sûr, la violence. Et on a des espaces de rencontre. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure à Monsieur l'archevêque. Est-ce qu'on a des espaces suffisants de rencontre? On parle de dialogue, mais le dialogue, finalement, il y a le dialogue factuel, il y a le dialogue induit qui est là, finalement, parce que c'est un état de fait, c'est comme ça, et puis on a toujours vécu comme ça, et puis finalement, à part des extrémistes qui s'expriment, voilà, quand vous dites exporter ce modèle, faut quoi? Faut le formaliser. Il y a encore une fois cette rencontre. On va revenir sur la déclaration qui a été faite à la fin de la rencontre, mais à la fin du sommet. Et moi, je crois que l'espace de dialogue, c'est la vie toute simple. Tout simplement. Hein, tout simplement. C'est tacite, quoi. N'allons pas inventer. Hein, c'est l'informel. C'est l'informel, le spontané. Et c'est là la vérité, le véritable. Hein, sinon, on va se creuser les méninges pour savoir qu'est-ce qui va faire plaisir à mon copain ou à ma copine. Hein, alors que c'est la vie toute simple. Comment je mange avec lui, comment je fais mon travail avec lui, comment je me loge, comment... Et même des mariages. Et des mariages aussi. Vous avez des jeunes qui n'ont pas l'opportunité justement d'aller à la rencontre des autres. Je pense qu'il faut des institutions qui leur permettent de découvrir l'autre. Au sein de mon association, l'une des activités que nous aimons faire, c'est proposer à des jeunes musulmans intéressés de visiter les sites juifs, comme les synagogues. Donc quand vous avez quelqu'un qui ne sait rien de cette communauté judéo-marocaine et qui se rend compte qu'il y a une synagogue dans son quartier et qu'il y a bien une présence juive, ça a quand même un certain impact. Ça fait réfléchir la personne parce que c'est une preuve concrète de cette cohabitation. Et ça, c'est important. C'est important que ces jeunes-là... Alors, exemple, votre association s'appelle Mimouna. Mimouna. Alors la Mimouna, on sait ce que c'est. Vous allez nous expliquer ce que c'est quand même. Très bien, je vais vous rappeler. Un plaisir. Je prends ça comme exemple. Vous dites, voilà, se rencontrer. Et je reviens sur le fait que la communauté juive, c'est vraiment, et aujourd'hui, à peau de chagrin. Mais voilà, on se rappelle de la Mimouna, qui était vraiment l'occasion pour Marocains, musulmans, je tiens tout le monde à aller dans les maisons de nos amis juifs pour y aller. Puis ça se faisait de manière tout à fait naturelle. Déjà, je tiens à spécifier que c'est une tradition spécifiquement marocaine. Oui, voilà, c'est pas séfarade, c'est marocain. C'est vrai qu'à l'époque de nos parents et de nos grands-parents, les gens n'avaient pas de mal à se rencontrer, puisque la communauté était là, ils vivaient côte à côte, et à la fin des Pâques juives, les voisins musulmans ramenaient du lait, du pain, toutes les nourritures que la communauté juive ne pouvait pas avoir en cette période-là, et ouvraient leurs portes, et les voisins rentraient, apportaient cette nourriture-là, et ils célébraient la fin des Pâques juives. Oui, ça se faisait naturellement, mais aujourd'hui, on peut pas dire, oui, il faut attendre que les choses se fassent naturellement, parce que la communauté juive au Maroc n'est plus aussi présente et ce n'est pas le Marocain lambda qui peut cohabiter ou rencontrer ces gens-là. C'est le Marocain qui va dans un système éducatif spécifique et encore. Donc je pense quand même qu'il faudrait vous parliez d'institutions et d'espaces de rencontre. Je ne vous cache pas que je ne savais pas qu'il y avait un institut œcuménique de théologie au Maroc. C'est le centre Mouafaka. Non mais... qui a été soulevé par la lettre royale. Oui. Alors, on a monsieur l'archevêque. Un institut, l'institut œcuménique, c'est quand même une première, c'est inédit.
Non, enfin, d'abord pour votre question, Sa Majesté a parlé de l'abbaye de Tchoumlilin. Exact. Tchoumlilin, où là c'était un centre de réflexion entre chrétiens et musulmans. Exact. Hein. Tandis que là, depuis 4-5 ans... On a d'ailleurs le monastère de Tchoumlilin derrière, voilà. Enfin, c'est une abbaye. Hein. Voilà. Oui. C'est ça. Et donc, depuis 4-5 ans, on a créé, catholiques et protestants ensemble, un centre de formation théologique pour les chrétiens. Hein, pour les chrétiens. Et donc, alors donc on apprend, je dirais, la théologie chrétienne et l'écriture et tout, enfin, c'est typiquement chrétien. Mais en même temps, on rentre dans, je dirais, dans la dimension interreligieuse, interculturelle. Hein, parce qu'on ne peut pas apprendre la théologie sans tenir compte du fait qu'on est avec des Marocains dans le pays. Hein. Donc il n'y a pas de Marocains dans l'Institut, hein, mais les jeunes qui suivent ces cours, ils vivent dans les quartiers, ils vivent dans la ville, ils vivent au Maroc. Hein. Donc il est important, je dirais pour nous chrétiens, hein, de pouvoir se dire que le fait de... Enfin, j'ai déjà dit, excusez-moi, je répète, hein, l'importance pour nous de vivre en monde musulman, hein, pour réfléchir, pour approfondir notre foi, pour pouvoir rentrer dans le fait que des personnes puissent s'estimer de cultures et de religions différentes. Moi, j'ajouterais à ça au moins quelques éléments en tant que juriste. Alors, sur le plan du droit de la famille, les juifs marocains, du moins qu'il n'existait que les juifs, il n'y avait pas de chrétiens, donc c'est pourquoi l'histoire ne s'est pas répétée avec les chrétiens, parce qu'il n'y en avait pas. Très souvent, on nous accuse, mais là, parce qu'il n'y avait plus de chrétiens ici. D'ailleurs, ça a été confirmé par M. l'archevêque. Donc, pour les juifs marocains, ils se sont toujours référés à leur propre droit hébraïque. Ça, c'est la première des choses. Donc, et ça a été confirmé par la nouvelle Moudawana. Oui, il y a un droit de succession. Oui, bien sûr, droit de la famille, droit des successions. Et puis, il y a eu au sein des tribunaux marocains de première instance, il y a ce que les Marocains ne connaissent pas. Hein. Il y a des sections réservées aux juifs marocains en matière de droit de la famille et des successions. Donc, dans chaque tribunal de première instance, là où il y avait une communauté juive, il y a cette section qu'on appelait droit de la famille juif ou hébraïque ou israélite. Et aussi, les Marocains juifs, et là ça a été mis en exergue par la lettre royale, ils ont contribué à la compilation du Mishnah et Taqannud et Minhaj. Ce sont les 3 grandes compilations des traditions juives qui existent maintenant, qui sont les références, et les juifs marocains ont contribué énormément à la compilation de ces recueils. Et donc de là, ça dénote en quelque sorte la liberté d'agir et la liberté de vivre réservée aux juifs, non pas uniquement sur le plan social et familial, mais aussi sur le plan étatique et officiel. Donc de là, ils ont leur propre droit de la famille, ils ont leurs propres tribunaux, et ils ont contribué à la compilation de ces recueils. Ce qui confirme encore une fois, et ce que disait Sa Majesté dans la lettre royale, que les Juifs marocains n'étaient pas une minorité. Hein, ils n'ont jamais été considérés comme une minorité. Voilà, on le voit bien. Il nous reste vraiment 1 minute, Monsieur l'archevêque, juste pour que la déclaration qui a été faite, si à la fin de ce sommet, en substance, qu'est-ce qui en ressort? Il en ressort que le fait que le sommet demande aux intellectuels, aux oulémas, de vraiment approfondir, je dirais, la charte de Médine pour l'actualiser, la conceptualiser pour aujourd'hui. Hein, donc dans un monde qui est un petit peu ça. Et puis pour moi aussi, le fait de réaliser, c'est le petit b dans le compte des conférenciers, les institutions académiques et les magistères religieux devraient réaliser la révision courageuse et responsable des manuels scolaires. Hein, de sorte ça, c'est l'appel à corriger... l'action. Hein. Alors ça, c'est vraiment, on y va, c'est du concret. Eh ben, c'est du concret, oui. Hein, parce que depuis le temps, on en parle. Hein, donc je crois que ce serait important, hein, induite par cette culture en crise, qui, outre l'incitation à l'extrémisme et à l'agressivité, alimente les guerres et les dissensions et sape l'unité des sociétés. Hein, je crois qu'il y a toute une partie
souvent j'en ai entendu parler dans des colloques et tout ça, hein, que dans des livres scolaires, il y a des questions, hein, des questions qui ne sont pas toujours très pédagogiques. On voit bien que à travers cette déclaration, c'est finalement ce qu'on pouvait attendre, hein, c'est qu'il y a un appel concret à l'action au-delà des grandes discussions auxquelles on aurait pu s'attendre d'un point de vue théologique. Dernier mot, Nazia Delil. Justement, juste par rapport à cette déclaration, il y a aussi une demande de redéfinition du concept de citoyenneté qui soit inclusif pour tous les groupes. Aussi une éducation islamique pour éradiquer cet extrémisme et cette violence. Il demande aussi aux États de favoriser un cadre légal pour l'inclusion et pour renforcer le pluralisme dans la société marocaine. Il demande aussi que la société civile soit encouragée, qu'il y ait des initiatives dans ce sens pour développer et renforcer le pluralisme et la cohabitation dans les sociétés musulmanes. Merci beaucoup. En tout cas, oui, monsieur l'archevêque, ça sera vraiment le dernier mot. Non, mais alors, vraiment très peu, parce qu'il faut qu'on rende l'antenne. Voilà. Allez-y, je vous en prie, madame. Alors moi, je mettrai le doigt sur trois principales choses. Allez-y. La première, la déclaration s'adresse aux décideurs, et donc de là, tous les États qui vont adopter la déclaration se trouveraient obligés d'adopter les principes qui sont dedans, et donc de là, de s'engager à respecter les minorités qui existent sur leur terre. Et un deuxième destinataire, c'est les ulama, qui doivent mettre dans le contexte, le nouveau contexte, les principes du droit musulman, le principe de l'islam de manière générale, et puis au niveau de l'éducation. Il y a beaucoup de choses qui émanent des traditions et de certains stéréotypes qu'on a l'un sur l'autre, et donc il faut corriger à travers l'éducation. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. J'espère que vous avez mieux compris ce sujet. En tout cas, excellente soirée sur Média TV, la rediffusion à 22h40, comme d'habitude, et je vous dis à demain.